je vais laisser la parole à Étienne Calais qui va ouvrir cette première intervention de l'après-midi, intitulée Plan national de lutte contre le frelon asiatique. Donc, Étienne Calais est vétérinaire et apiculteur. Il anime le groupe de travail sur le plan national de lutte contre le frelon asiatique et il co-anime le groupe de la plateforme d'épidémiosurveillance animale dédié aux frelons. Il est aussi président de la section apicole de l'OVS d'Île-de-France. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir créé ces deux journées avec un mix entre les parties recherche et les parties terrain. Les apiculteurs sont très demandeurs de ce genre de recherche. On a besoin de la recherche et en plus, au niveau du terrain, les apiculteurs réclament depuis longtemps déjà d'agir. Donc, je vous représente un petit frelon parce qu'on l'a oublié depuis le début, là, on ne voit pas beaucoup. Et donc, la situation actuelle, il y a une forte demande des apiculteurs pour avoir un plan de lutte efficace. Ça fait quand même un moment que cette demande existe. Là, on a pris le taureau par les cornes et donc on essaye de mettre en place ce plan de lutte. Au niveau du groupe de travail, on nous a demandé de mettre un plan de piégeage de printemps dès le mois de mars prochain. Donc, on a axé le travail pour l'instant un peu plus sur cette partie. Et donc, mais ça ne nous empêche pas de mener les deux de front. Vous allez voir que pour lutter contre une espèce exotique envahissante, les frelons ont l'habitude, il y a un plan à avoir et donc il y a plusieurs parties et c'est ce qui vraiment manque actuellement au niveau de l'apiculture. C'est un plan qui soit raisonné et qui soit sur toute la France, quoi. Donc, on assiste à un certain découragement des apiculteurs. Je l'ai vu hier, d'ailleurs, on voyait des apiculteurs qui menacent d'abandonner leur activité parce qu'ils ont trop de frelons et ça leur pose beaucoup de soucis, alors qu'il existe des solutions. On l'a vu tout au long de ces demi-journées. Si on peut agir et empêcher d'avoir des pertes de ruches, c'est tout à fait possible et ça a parfois un petit coût, mais on peut le faire quand même avec des coûts réduits, avec toutes les connaissances actuelles. Donc les actions actuellement, elles étaient ponctuelles et décousues. On a vu au niveau des OVS, au niveau des GDSA, il y en a certains qui sont plus actifs que d'autres, des syndicats aussi, donc chacun a un petit peu ses priorités. Certains, c'est sur le piégeage de printemps. Donc, il faut essayer d'organiser tout ça, de mettre en place. En Île-de-France, on a un plan régional d'action contre le frelon depuis 2016. Ça a été déposé en CROPSAV, au comité régional, et ça a été agréé. Donc, ça, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit étendu sur toutes les régions de France. Au niveau de la recherche, on a vu la recherche, Sophie en a bien parlé ce matin, et à la fois Éric Darouzet, Thierry Denis, et puis j'oublie Quentin Rome, sont indispensables pour améliorer nos connaissances, mais malgré tout, on n'a pas encore assez de données. On le voit bien sur les pièges, sur les appâts, sur la recherche des nids, sur la protection des ruchers. Protection des ruchers, là, on a un groupe d'apiculteurs qui a bien avancé, mais sur le reste, il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a un déficit de communication et ça, on va voir dans le plan, c'est prévu. La difficulté, c'est que les intervenants sont très nombreux et un des gros points quand même sensibles actuellement, c'est le problème de détection précoce des nids. On nous a parlé de radiotélémétrie. Pour l'instant, elle est inexistante en France ou très peu. Donc, il y a des choses à faire. Et 20% des nids sont détruits, d'après ce que j'ai entendu. Et j'estime personnellement qu'il y en a 50% qui sont détruits trop tard parce qu'il y a déjà une partie des fondatrices qui sont parties. Donc, les objectifs du plan national de lutte contre, j'ai mis les frelons asiatiques, parce que maintenant on a Vespa orientalis dont il faut s'occuper aussi, donc ça va nous obliger à changer parfois un petit peu les entrées de pièges. Donc, le but, c'est vraiment de réduire la pression de prédation des frelons asiatiques. Quand on disait ça il y a un an ou deux, les gens disaient non, il faut arriver à éliminer le frelon. Non, éliminer le frelon, c'est impossible. Donc, ce qu'on veut, c'est essayer de vivre avec. On vit avec le varroa, il faut vivre avec le frelon.
On ne fait pas je crois que Sophie l'a redit ce matin, on ne fait pas du piégeage tous azimuts non contrôlés. Tout ça, ça demande à être coordonné. Donc, ces actions, elles vont se faire au niveau local, départemental, régional et national. Hein, et moi, le plus bel exemple que j'ai, c'est récemment ici sur Vespa Orientalis. Il n'y avait aucun plan anti-frelons sur la région PACA, donc sur Marseille en particulier. Donc, moi, j'ai aidé Denis Monod de la FNOSAD à essayer d'organiser quelque chose. Les GDSA ont commencé à s'investir et donc, je pense que ça aurait été dans une région comme l'Île-de-France, on aurait été beaucoup plus réactif tout de suite et c'est vraiment important d'avoir comme ça un plan national où toutes les régions puissent être beaucoup plus réactives qu'on ne l'est actuellement. Donc, dans l'organisation d'un plan de lutte, il y a la partie prévention, la partie surveillance et la partie lutte. Donc, la partie prévention, c'est organiser l'apiculture, donc communiquer. Et donc, ce groupe de travail GDS France FNOSAD, il est représenté essentiellement par des apiculteurs. Donc ce groupe a l'habitude du terrain et donc essaie de composer comme ça avec ce qui marche déjà dans certaines régions ou certains départements et d'essayer d'en faire profiter l'ensemble des apiculteurs. Donc il y a un gros travail de formation pour tous les intervenants. Il faut informer le public. Le public est informé par la presse et souvent il cherche du sensationnel et on ne va pas vraiment à l'essentiel. Protéger les ruchers, on l'a vu, la remarquable intervention de Jean-François Patingre, là, dans le 95, ils font très peu de piégeage et ils arrivent quand même à bien agir. Ils détruisent pas mal de nids, uniquement avec des muselières, des hards et un piégeage raisonné et quand même peu intense. La surveillance, donc là, on a parlé tout à l'heure, le groupe PESA-Frelon, donc la DGAL a voulu retravailler sur les groupes d'épidémiosurveillance. Il y a eu création de ce groupe. Et donc là, dans ce groupe, on travaille en collaboration avec les chercheurs. Et je pense que c'est vraiment une chose intéressante d'échanger régulièrement et d'aller vers la création d'une plateforme nationale d'épidémiosurveillance et qui regroupera un petit peu les données des différentes régions. Encore faut-il que dans les régions, il y ait des plateformes qui existent, qu'on puisse récupérer leurs données. Donc, il y a un gros travail aussi de surveillance à faire partout sur le terrain. Les référents frelons, c'est quelque chose qui est très bien établi. Je vois dans le 95, il y a une trentaine de références sur le département. Et donc, ces gens-là, ils sont à la fois choisis parmi des apiculteurs, mais aussi des agents des collectivités locales et ils rendent énormément de services sur le plan de la gestion du frelon, de la recherche, de la destruction. Le piégeage de printemps des fondatrices, ça fait partie aussi de la surveillance, donc on l'a mis et c'est ce qu'on va essayer de présenter ici dès le printemps pour pouvoir démarrer la prochaine saison apicole. Et la lutte, donc on en a parlé longuement déjà au cours de ces 3 demi-journées, donc repérage des nids, ce qui est quand même un peu toujours aussi compliqué. La destruction des nids, moi quand on annonce 20% des nids, je trouve que c'est pas, alors je sais pas d'où viennent ces chiffres, mais c'est quand même nettement insuffisant. On a l'impression quand même sur le terrain qu'on fait plus, mais bon, il en reste quand même beaucoup et dans la mesure où on les détruit un peu tardivement, donc le problème se répète sans cesse. Et on insistera quand même sur le piégeage qui doit être le plus sélectif possible. Donc, au niveau de l'organisation de ce plan, donc il s'est à plusieurs niveaux. Donc, au niveau national, on a ce groupe de travail qui a déjà déposé auprès du CNOPSAV récemment sur le plan de piégeage de printemps. On représentera quelque chose au mois de mars au prochain CNOPSAV et on voudrait qu'il y ait, ça se fait en accord avec l'interprofession, tous les apiculteurs seront intéressés, donc l'interprofession elle participe, avec d'autres organismes aussi, donc plus on a de gens qui connaissent le sujet, plus c'est intéressant et plus on est actif. Et on voudrait créer un référent national au niveau de GDS France, parce que là, malheureusement, il n'y a personne au niveau de GDS France qui est disponible. Et donc, il faut penser à avoir un peu de financement à ce niveau-là. Au niveau régional, donc, les sections apicoles des OVS, je
je ne reprends pas tous les acronymes, mais il est intéressant de travailler avec les OVT, les FREDON, les ADA. En Ile-de-France, je vous ai dit, on a déposé un plan régional en CropSav et il faudrait que d'ici 2 ans, moi je voudrais bien que toutes les régions aient leurs plans régionaux et même avant 2 ans, pour pouvoir être vraiment efficace. Et donc, on tiendra à disposition de toutes les régions qui le souhaitent, par l'intermédiaire des OVS, les plans régionaux les plus adaptés et chacun prendra ce dont il aura besoin. Au niveau départemental, je pense que le niveau départemental est le niveau vraiment important. Là, on pourrait avoir des référents départementaux coordinateurs, c'est ce qui existe en Ile-de-France. Et là, on pourrait avoir des gens qui soient des salariés, un petit peu comme on a des salariés dans les OVS régionaux. On pourrait avoir des salariés qui coordonnent et qui fassent tous les plans départementaux, à la fois au niveau communication, formation, information locale, etc. Il y a beaucoup d'intervenants et donc avoir quelqu'un qui puisse coordonner tout cela, ça me paraît important. Donc là, il faudra trouver des financements, ce qui pose quand même problème, mais avec le plan pollinisateur, il doit y avoir moyen quand même d'être efficace. J'ai mis les OSAD parce que évidemment les GDS sont dans tous les départements pratiquement, et donc c'est la cheville ouvrière quand même. Il y a déjà des départements, on voit le 49, Maine-et-Loire, le 56 aussi, le Morbihan, qui sont très très actifs. Et là-dessus, il faut vraiment que l'ensemble des OSAD puissent s'investir et organiser tout cela. Après, il faut travailler avec les associations de maires parce que les collectivités locales sont indispensables. Je crois que Christophe Moins va parler ensuite d'une plateforme de l'Ardèche. Et pour travailler avec ces collectivités, si on a des plateformes, c'est quand même beaucoup plus facile pour répercuter toutes les actions, mettre les nids en ligne et après on fait le suivi du nid jusqu'à sa destruction. Dans certains départements, les conseils départementaux participent et financent, c'est le cas du 95. On a aussi de plus en plus de collectivités locales qui financent à 50% souvent la destruction des nids. Et donc, travailler avec toutes ces collectivités, ça me paraît important. Le rôle des FREDON, nous en Ile-de-France, on n'a aucun problème. Les FREDON ont bien participé à l'élaboration du plan. Ils continuent à former les référents des collectivités locales et ils forment aussi les désinsectiseurs, les gens des entreprises 3D. Et donc, c'est une excellente collaboration. Au niveau local maintenant, donc il y a des référents locaux qui sont importants parce que ça permet de faire des signalements, des suivis, la collaboration avec les collectivités locales. Et quand c'est un agent des collectivités locales, c'est encore plus intéressant parce que lui, il est rémunéré par sa collectivité et donc il a un peu de temps et s'il peut arriver à gérer même la mise à disposition sur les sites et puis après le suivi, même l'appel auprès de la société 3D pour détruire les nids, c'est quelque chose d'important. On verra que là aussi, on a des listes de désinsectiseurs chartés. Les FREDON forment les désinsectiseurs et ceux qui ont suivi ces formations sont sur des listes qu'on attribue préférentiellement aux collectivités et sur les différents sites où les gens peuvent aller les chercher. Et donc ça permet d'être vraiment efficace sur le terrain avec des gens qui sont sérieux et qui font leur travail correctement. Et donc après, il faut aussi travailler avec toutes les associations sur place. Et donc, j'ai mis le principe de l'escalier. Il faut que toutes ces marches, à la fois locales, départementales, régionales, elles fonctionnent bien. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit discordante. Et donc, c'est le but quand même de tout ce travail, de mettre tout le monde un petit peu dans la même voie, même s'il y aura toujours des différences entre régions, entre le sud de la France et le nord de la France, c'est pas du tout la même chose. Mais il faut essayer d'agir tous au même moment et en essayant d'utiliser les meilleures méthodes. Donc, pour former les intervenants, bon, là-dessus, je passerai quand même assez vite. Donc, il faut recruter déjà. Donc, parmi les apiculteurs, on voit quand même dans beaucoup de régions, il y a
une volonté d'agir et donc localement, on trouve facilement des référents locaux. Après, il faut trouver une personne qui a un peu plus de temps, le référent départemental, pour coordonner tout cela. Les formateurs, j'en ai parlé, donc à la fois les Fredons, la FNOSAD, les OSAD, les OVS, les ADA, les lycées agricoles. Donc, il y a énormément de gens qui sont capables de faire ces formations. Donc, formation des intervenants et ensuite, après, formation sur les autres cibles. Et donc, même le grand public, hein, quand on s'adresse à une collectivité locale, il est intéressant quand même d'informer l'ensemble des personnes. Il y en a un certain nombre qui seront intéressés et qui pourront toujours nous aider, même à chercher des nids, à savoir quand il y a un doute sur une espèce, à nous faire des photos, à les envoyer, etc. Donc, c'est un peu la complexité du problème d'avoir énormément d'intervenants. Ce qui manque beaucoup actuellement, c'est un plan de communication, hein. L'objectif, c'est d'harmoniser les actions en fonction des résultats des recherches scientifiques. Et ce matin, on a bien entendu, hein, que au niveau de la recherche, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, que ce soit au niveau des phéromones, hein, on attend ça depuis 4-5 ans, on ne voit toujours rien venir, mais on espère quand même. Et donc, ça nous résoudrait très bien un certain problème de piégeage. Et donc, diffuser les actions terrain les plus efficaces. Donc, là-dessus, on peut construire des supports, cibler les apiculteurs, les collectivités, créer des réunions locales et départementales. Moi, je prends toujours l'exemple du 95 où ça a été fait et maintenant, on a 50% des collectivités locales qui financent. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Donc, le plan de surveillance du frelon asiatique, donc ça, un petit mot sur ce plan de surveillance, donc la plateforme d'épidémiosurveillance, donc on va essayer de faire des extractions à partir des plateformes régionales, hein, on remontera les résultats de piégeage et le but, c'est vraiment de faire baisser cette pression de prédation. Donc, le piégeage de printemps, j'y viens. Qui va piéger? On a vu ce matin qu'il y a encore beaucoup de questions à ce niveau-là. Bon, moi, personnellement, je pense qu'il est plus intéressant de faire piéger par les apiculteurs que par les mairies, mais dans le Maine-et-Loire, il y a des contrats avec les mairies et donc tout un suivi qui est fait par l'OSAD. Et donc, c'est possible dans certains secteurs, mais à condition d'être bien encadré. Date et durée de piégeage, hein, on est plus favorable à une durée de 8 semaines. Il y a des gens, j'ai vu ce matin dans le chat, il y a des gens qui piègent toute l'année. Je pense que ça ne sert absolument à rien et on s'aperçoit au printemps qu'il y a des périodes où vraiment les pièges se remplissent de frelons asiatiques. À un moment donné, ça s'arrête. Il y a avec certains pièges, on voit les vélutinats qui arrivent et à ce moment-là, il est temps d'arrêter. Et ce qu'on va prendre ensuite, on prendra encore du frelon, mais ce seront des ouvrières, donc ça ne présente aucun intérêt. Donc après, il faut adapter cela selon les régions. Donc, on peut même faire un système d'alerte, hein, dans chaque région pour le début du piégeage, hein, en fonction du climat, d'une année sur l'autre, ça n'est pas la même chose. Donc, le problème du maillage, on a discuté un petit peu, on pourra en parler dans la discussion. Il est important de faire des fiches de piégeage, hein, je crois que c'est vraiment déterminant. Au niveau des appâts, là aussi, il en a été question. Moi, j'ai coupé la poire en deux puisque je préconise de mettre des appâts sucrés mélangés à du jus de fonte des cires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a l'air assez attractif et qu'on peut généraliser. Mettre des protéines, c'est quelque chose où les appâts, notamment avec les poissons, sont à renouveler très souvent et ça me paraît pas plus efficace. Les protéines sont parfois intéressantes pendant 15 jours, 3 semaines, mais après, ça ne piège plus rien. Donc, les différents types de pièges, hein, chacun essaie de vanter son piège et trouver qu'il est le meilleur. Il n'y a pas un piège qui est meilleur qu'un autre actuellement. Il faut essayer de préconiser plutôt les pièges NAS, qui, on a vu ce matin, sont plus sélectifs, mais moins attractifs. Il y a des pièges chauds qui existent aussi, qui fonctionnent pas mal. On n'a
que des frelons asiatiques dedans. Faire un relevé des pièges et un entretien, ça c'est vraiment essentiel. Il y a des gens qui mettent des pièges et qui ne s'en occupent plus. Là, autant ne pas en mettre. Il faut vraiment suivre ces pièges régulièrement. J'avance rapidement parce que je vois que le temps tourne et donc j'ai mis quand même à la fin respecter la biodiversité. Ça me paraît quand même un point important et je crois que Sophie et Quentin en ont parlé ce matin. Il est vraiment essentiel de préserver cette biodiversité, d'autant qu'on n'a aucun piège sélectif. Alors, on a des pièges plus sélectifs les uns que les autres, mais les gens qui annoncent des pièges sélectifs, non, ça n'existe pas actuellement. Donc, on évite les pièges bouteilles et les pièges cloches, ça a été dit et redit. Dans les pièges NAS, on a une attractivité qui a été constatée, les chercheurs l'ont montré, qui est moins bonne. Donc, avec les appâts classiques, faut savoir quand même qu'on aura tous les insectes qui ont un diamètre corporel compris entre 6 et 8 mm sont prisonniers ou ils sont mangés. Donc, parfois, ils disparaissent parce qu'ils sont mangés. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'individus, d'espèces non cibles qui disparaissent. Donc, ça mérite quand même de faire très attention à ce piégeage. Mais on ne peut pas échapper au piégeage. Moi, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sensible et prêt à faire du piégeage, mais je pense qu'actuellement, vu les dégâts que ça occasionne sur les ruches, on ne peut pas y échapper. Donc, il faut faire des tableaux Excel. Bon, là, je vous ai mis sur un piège particulier. Il y avait 49 frelons Vespa velutina, 3 crabreaux et quelques petits escargots. Et dans le Maine-et-Loire, ils ont des tableaux qui sont très bien faits et je pense qu'il faudra s'en inspirer. Voilà un des derniers pièges qu'on m'a soumis. Donc, ça vient de la Haute-Savoie, je crois. Donc, un nouveau piège avec 6 cônes d'entrée. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc il faut l'expérimenter. Les apiculteurs sont toujours très, très inventifs, donc pourquoi pas. Voilà un piège coréen que moi, j'ai testé depuis 4 ans, qui donne satisfaction, mais pour moi, il est en plastique, c'est vraiment pas l'idéal. Avec la coupelle retournée, il a 3 étages, et donc il piège quand même beaucoup par rapport au piège NAS. Je trouve qu'il est plus efficace. Il y a en bas, on met l'appât, au milieu les insectantes et il monte ensuite en haut et il m'a l'air particulièrement attractif. Mais je ne fais de publicité pour aucun piège. Moi, je n'ai pas je ne touche pas de royalties sur les pièges. Donc, comment on fait pour débuter un plan de piégeage? Au niveau départemental, donc l'idéal, c'est de créer un poste de référent coordinateur départemental. On crée un comité de pilotage, c'est possible, comme ça a été fait dans le Morbihan, et il faut former des référents locaux. Donc ensuite, au niveau local, donc ces référents locaux qui peuvent être apiculteurs ou agents des collectivités, c'est eux qui vont être chargés de faire la formation, l'information, donc avec des réunions locales et départementales. Donc ça se fait en collaboration avec le coordinateur départemental ou le comité de pilotage. On fait des formations au piégeage, on organise le piégeage et on essaye de définir le maillage. Ce matin, c'est un des points délicats. Moi, je suis absolument opposé à un maillage de la France entière. Il faut, comme on a dit, essayer de piéger près des ruchers, comme on fait déjà actuellement. Et je vois dans le 49 ou le 56, il y a quand même eu une certaine efficacité sans mettre des pièges absolument partout. Donc, il faut arriver à définir un petit peu quel serait le maillage le plus intéressant, même si il a été préconisé de mettre jusqu'à 55 pièges comme ça autour des ruchers. Je pense qu'avec 5-6 pièges au niveau d'un rucher, on peut être efficace. Et donc, limiter le piégeage 2 mois au printemps et 2 mois en automne, c'est pas ce que j'ai vu dans les discussions. Et il faut vraiment, en automne, comme on l'a entendu aussi ce matin, le piégeage d'automne, c'est un palliatif. C'est pas ça qui fait diminuer la pression. Il vaut mieux mettre des muselières et faire d'autres types de protection. Donc, pour la dernière partie, la lutte, on a vu la prévention, la surveillance et la lutte. Donc, le repérage des nids,
La radiotélémétrie, on nous l'a vanté. Je pense, moi j'ai discuté avec des radioamateurs, il y a des problèmes des échos en ville, hein, on nous l'a dit aussi. Donc c'est une technique intéressante à développer. Je pense faudra beaucoup échanger à ce niveau-là pour voir un petit peu comment on peut optimiser son emploi. Mais pour moi, ça me semble quand même quelque chose qui va s'imposer parce qu'on a un gros déficit de repérage de nids et on a des destructions de nids qui sont beaucoup trop tardives. Donc la destruction de nids, donc il faut absolument avoir des plateformes de déclaration. Hein, et donc ça permet le suivi localement et puis après ça permet de faire remonter les infos. Le rôle des référents, donc au niveau de la diagnose, là aussi, hein, bon, maintenant les gens connaissent quand même de mieux en mieux et on a moins d'erreurs sur les destructions de nids. Rechercher les nids primaires, c'est quand même beaucoup plus facile que les nids secondaires. Donc ça, localement, on peut essayer d'avoir des équipes qui régulièrement recherchent les nids primaires. Et surtout, c'est la formation et l'information, moi, qui me semble importante au niveau local, dans les bulletins municipaux, etc., pour inciter tous les gens à déclarer les nids primaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait bien souvent. Les nids secondaires, bon, on a vu leur importance de les trouver, de les détruire. Donc, souvent, ils sont détruits un peu tard. La charte des bonnes pratiques de destruction pour les 3D, ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. On a eu des remarques qui ont été faites sur les produits phyto qui sont utilisés. Hein. Donc, pour l'instant, on ne peut pas s'en passer. Hein. Je pense que la destruction mécanique qu'on nous a proposée, pour l'instant, ça n'est pas du tout au point et ça ne risque pas d'être au point très rapidement pour moi. Il y a une destruction thermique qui est possible, mais qui n'est pas non plus au point. Hein. Je ne vois pas comment on peut boucher l'entrée des nids sur tous les nids. Il y en a beaucoup où ce n'est pas accessible quand vous avez des nids à 20-25 mètres de haut. Et donc, les frelons vont sortir avant la destruction ou ceux qui sont en dehors vont reconstruire des nids. Donc, au niveau de la technique des appareils, c'est beaucoup plus facile à gérer que l'utilisation sur le terrain. L'enlèvement des nids, c'est quelque chose qui se fait très bien en région Île-de-France, hein, avec les fredons. On a des chartes qui sont assez bien respectées et l'incinération des nids qui doit se faire pour détruire justement s'il y a des pyrètres qui sont utilisés. On essaye d'utiliser plus les pyrètres naturels. Il y a eu une remarque, hein, les pyrètres naturels, quand ils sont dans les nids, hein, ils se détruisent normalement en d'une dizaine d'heures par les UV. Donc, quand ils sont dans les nids, ils ne sont pas détruits tout de suite. Ils vont être détruits au fur et à mesure de la destruction du nid quand le nid n'est plus habité. Et donc, ça n'est pas parfait si le nid est laissé en place. Et donc, à surveiller. Mais ça, ou mettre les paintballs, c'est pareil, hein, c'est pas sans danger. Et donc, il y a quand même des risques pour tout le monde. Donc, la protection des colonies, je ne dirais rien là-dessus. Hein. Jean-François a fait une très bonne démonstration. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, il faudra regarder ce qu'il a dit. C'est vraiment une méthode, moi je pense, qui gagne à être connue, à utiliser partout. Je vous ai juste mis cette photo pour vous montrer le système à 3 tuyaux. On peut mettre des systèmes à 2 tuyaux, ça marche aussi bien. Donc le but, c'est d'avoir soit un nid où il n'y a plus personne dedans qui se détruit comme ça, où là, j'espère qu'il n'a pas eu de poudre insecticide, de permétrine notamment. Et donc, comment démarrer un plan de lutte au niveau local, hein, vous n'avez rien pour l'instant, vous voulez démarrer. Donc, il faut réunir les apiculteurs locaux, les informer, les former. On désigne un référent coordinateur local. On essaie de contacter l'OSAD, l'OVS, la Fredon. Et donc, au niveau du département, comme ça permet d'agir avec les autres. On essaye de réunir les élus locaux, former les agents, on répertorie tous les ruchers avec la liste des déclarations et ça, il est important de pouvoir récupérer ces listes de déclarations. Avant, on n'y avait pas accès, là maintenant, on commence à y avoir accès, donc c'est important. Organiser une réunion publique sur le frelon et le plan de lutte, donc ça, c'est vraiment intéressant. Prévoir un plan de communication, j'en ai déjà parlé. Rechercher les nids, donc tout ça, c'est un résumé de ce que j'ai dit, donc vous l'aurez sur
le diaporama. La destruction des nids par des désinsectiseurs 3D qui sont formés et chartés. Les désinsectiseurs sont reformés tous les ans. Hein, ils payent 280 € en Île-de-France pour être reformés. Mais comme ils sont sur les listes, ils ont intérêt à participer à ces formations et après à nous donner leur déclaration de nid. Quand vous avez des désinsectiseurs qui détruisent 500 nids en une saison, c'est vrai qu'autrefois, avec leur application smartphone, ils nous donnaient l'endroit exact. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile. Et donc, pour la localisation, ça nous pose problème. Et donc, il faut absolument que ces nids soient mis directement sur les plateformes et qu'on puisse savoir où ces nids se situent. Je vois que je suis un petit peu en retard, donc là j'arrive à la conclusion. Donc il faut structurer la lutte à tous les niveaux, hein, ça je vous l'ai expliqué. Promouvoir les méthodes efficaces et respectueuses de la biodiversité. Hein. Il y a des gens qui nous disent oui, mais le frelon c'est aussi un perturbateur de la biodiversité, donc il faut essayer d'agir contre le frelon. Non, on n'agit pas à tout prix, on essaye de trouver les meilleures méthodes. Donc, muselière et restriction d'entrée, recherche des nids, piégeage raisonné, destruction des nids, comme je vous l'ai dit, agir tous ensemble. Et je crois que c'est ce qui manque actuellement, hein, c'est qu'on agit de façon désordonnée. Et donc, si tout le monde agit avec des méthodes à peu près identiques, hein, je dis pas qu'il faut que tout soit uniformisé, mais si on le fait sur l'ensemble du territoire avec des méthodes qui respectent la biodiversité, on aura gagné. Voilà, je vous remercie. Et bon, j'ai mis un petit Vespa velutina pour vous dire qu'on prévoit de travailler à la fois sur Vespa velutina et Vespa orientalis. Pardon, ici c'est Vespa orientalis. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Étienne pour cette présentation et réagir sur certaines questions à propos voilà, du plan national de lutte ou des référents frelons quant à leur origine, leur fonction, comment est-ce qu'elles sont désignées, voilà, quel budget pour le plan national de lutte, voilà, des détails sur des entités ou des fonctions qui peuvent nous paraître assez familières, mais qui finalement semblent mal connues pour certains des apiculteurs. Oui, oui, donc c'est le but du plan, hein, d'essayer de montrer qu'il existe déjà des organisations. Ça, c'est un peu ce qui existe en Île-de-France. Ces référents frelons, ce sont des volontaires. On en a 80 sur la région Île-de-France avec 8 départements. Il y en a 30 dans un seul département, le 95, hein, le Val d'Oise, avec un référent départemental qui est très, très actif. Donc, les gens se portent volontaires auprès du référent départemental, mais bon, quand il n'existe pas, il faut le créer. Et donc, les gens qui sont volontaires après peuvent agir au niveau local. Donc, il faut essayer de répartir un petit peu ces référents sur les différentes communes ou sur les collectivités de communes, comme les agglos. Et donc, ces gens sont tous des apiculteurs qui sont volontaires. Donc, en général, c'est des apiculteurs de loisirs parce que les pros, ils n'ont pas le temps de se mettre à cela. Et donc, ces gens-là sont des gens qui sont très intéressés à la lutte, conformes, bon, qui ont, en général, ils ont déjà une bonne connaissance du frelon, mais bon, il faut quand même mettre à niveau toutes les formations. Hein. Au début, Cantarum nous a fait des formations, et après, on a continué à faire nos formations. Et donc, ces référents, ils peuvent être apiculteurs, donc formés en général par les gens des GDSA ou le coordinateur départemental, et ils peuvent être aussi des agents des collectivités locales, et là, ils sont formés par les fredons. Et donc, il y a des départements parfois où les relations avec les fredons sont un peu plus compliquées. Là, j'ai commencé à essayer d'établir des relations avec la fredon au niveau national pour essayer d'avoir des discours qui soient un petit peu vraiment les mêmes partout. Hein. Il y a des gens qui sont contre le piégeage, etc. Et donc, il faut que tout ça, ça se mette en commun et on aura une bonne organisation et une meilleure efficacité sur le terrain. Donc contacter Safredon si on est agent communal ou son OVS pour proposer, pour mieux connaître finalement le fonctionnement et les possibilités d'implication, d'être sur un référent
C'est bien ça les contacts que vous proposez. Oui, oui, puisque là, au niveau de l'OVS national, au niveau de GDS France, ils sont Mais au niveau vraiment les local, organisateurs. Et donc après, oui, mais justement, il faut que l'organisation qu'on veut mettre en place, il faut la faire connaître au niveau des sections apicoles des OVS dans les régions. Et après, au niveau, et là aussi, ça passe par la FNOSAD, au niveau des différentes organisations sanitaires départementales. Et là, si on arrive à ce niveau-là, on aura gagné, quoi. Donc, ça fait déjà un petit moment que j'essaie de travailler sur les PNOSAD et il faut absolument que l'ensemble des GDSA se mobilisent pour arriver à gérer le frelon et pas toujours dire c'est la faute de l'État, l'État ne fait pas le nécessaire. Le frelon est encore, il suit encore la note de 2013, donc c'est encore un danger sanitaire de deuxième catégorie, mais ça c'est un système qui est périmé. Et donc, on va passer à un autre système de notation et il ne sera plus du tout dans cette classification. Il est dans les espèces exotiques envahissantes. Donc, on dépend du MTE, le ministère de la Transition écologique, donc énergétique, pardon. et pour peut-être des précisions sur le plan national de lutte, comment est-ce qu'il a été initié? Est-ce qu'il a un budget? Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, pour l'instant, c'est au niveau de GDS France. Donc, GDS France assure l'ensemble des réunions. Donc, c'est en collaboration avec l'AFNOSAT. Donc, ce sont des apiculteurs volontaires qui participent. Et donc, là, on a l'interprofession qui nous soutient. Éric Lelon nous a dit qu'on arriverait à avoir, dans le cadre du plan pollinisateur, des financements, parce que là, on est en train de voir qu'il nous faudrait quand même financer des référents départementaux et un référent national. Donc, ça représente des coûts importants. Et donc, ce plan pollinisateur, je trouve qu'il arrive à point pour essayer de généraliser ce plan, quoi. Là, j'ai une question. Comment débuter un plan de lutte contre le frelon asiatique au niveau de ma commune? Oui, donc en général, c'est un apiculteur qui a des problèmes et qui va débuter ça. Donc, il faut commencer par essayer de voir avec les autres apiculteurs de sa commune. Il faut s'adresser à son GDSA, même s'il n'est pas adhérent. Le GDSA, quand même, il a une bonne vision de ce qui se passe sur le département. Et il faut essayer de contacter l'ensemble des organismes que j'ai cités tout à l'heure, les fredons, etc., puisque ce sont les fredons qui vont former les agents des collectivités. Les agents des collectivités, les collectivités payent pour cela, mais elles sont très intéressées d'avoir des formations parce que leurs propres agents peuvent subir dans la présence de nids et ont parfois eu des problèmes. Donc, ils n'hésitent pas en général à former un ou deux agents dans chaque commune. Et donc, ça, c'est une aide précieuse d'avoir des agents des collectivités. Moi, je sais que je démarche personnellement les communes aux alentours près de chez moi et je les informe, j'essaie de faire des réunions locales avec elles. Et donc, cette capacité d'information est vraiment importante et il faut mobiliser les gens, même le conseil départemental, mais ça, c'est après plus au niveau du référent départemental, je pense, où on peut faire ceci. Mais au départ, localement, il faut essayer de mobiliser sa commune, essayer de retrouver un maximum d'apiculteurs localement. Et là, à plusieurs, on est quand même plus fort pour faire pression et à la suite, on arrive à obtenir des financements pour la destruction des nids. Parce qu'en région parisienne, c'est quand même souvent 200 € la destruction d'un nid. Et il y a des particuliers qui refusent de payer ce prix pour détruire les nids. Et s'ils n'ont que 100 € à payer, là, c'est quand même beaucoup plus facile de les convaincre. Et on sait que plus on détruit de nids, quand même, mieux c'est. Mais ça a un coût pour les communes. Il y a des communes quand même où il y a parfois jusqu'à 30 nids sur la même commune. Les communes, la première année, parfois, ils y vont, ils remboursent à 100%. Et puis après, en général, on diminue un petit peu les remboursements. Mais donc, et c'est pour ça qu'il faut qu'on diffuse quand même assez rapidement ce plan. Il faut que les gens puissent s'appuyer sur les structures existantes pour monter un plan local. Agir uniquement localement est nettement insuffisant.